La peur est un réflexe naturel de survie, mais on peut l'analyser et donc on peut contrôler la peur, on peut évaluer le danger. La phobie, elle, génère des réactions incontrôlables. D'un côté, la raison résonne et nous dit « mais enfin, cette araignée est toute petite, tu ne crains absolument rien, ce chien n'a jamais mordu personne, tu peux t'approcher de lui. » Et les pieds, pour ceux qui sont phobiques des pieds, les pieds ne sont pas dangereux. Mais de l'autre côté, le corps nous raconte une autre histoire. Il n'a qu'une seule envie, c'est s'enfuir pour nous mettre en sécurité. Et frissons, nausées, tachycardie, sueur, bouffée de chaleur, malaise, tremblement, plus qu'une seule envie, donc s'enfuir pour être en sécurité. Et puis après, dorénavant, éviter l'objet, le déclencheur qui nous déclenche cette peur panique. Bonne nouvelle pour tous les phobiques. Et nous sommes à peu près 10 à 20% de la population à souffrir d'une ou plusieurs phobies. Bonne nouvelle puisque l'hypnothérapie peut nous aider à déconstruire ce qui a été curieusement construit dans notre esprit, puisque les autres ne souffrent pas du tout de la même chose, pour construire quelque chose de nouveau. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, phobie et peur panique, comment sortir de l'enfer. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Et j'ai le plaisir de recevoir Jordan Véro, praticien en hypnose et formateur. Bonjour Jordan. Un plaisir partagé, bonjour. Et puis auteur de nombreux livres, et notamment dans Hypnose et levier du changement, il y a différents cas de phobie dont tu nous parleras tout à l'heure. Et puis tu es accompagnée de Véronique Ducreux, praticienne en thérapie brève et formatrice. Bonjour Véronique. Bonjour Catherine. Merci d'être là pour parler de ce sujet qui peut être extrêmement handicapant parce que si on a une phobie, bon par exemple les araignées, on peut éviter les araignées, mais si on a la phobie des pieds, comme je le disais dans l'exemple, eh bien il y en a partout. Et là, ça devient plus problématique. C'est vrai que les phobies, c'est souvent une réaction du corps qui va être immédiate. Moi j'étais phobique des abeilles par exemple, on avait beau me dire c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. À l'intérieur de moi, je me disais, je sais, ça c'était la conscience, la réflexion qui disait, ouais, il n'y a pas de problème, mais j'ai peur, il y avait une partie de moi quand même qui continuait à réagir, et là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que l'abeille, elle est présente et la réaction est immédiate. Et c'est justement un peu, parce que les gens confondent souvent la phobie et la peur. Par exemple, on peut avoir peur de prendre l'avion, et puis on prend sur soi, et puis on arrive à monter dans l'avion, mais quand c'est une phobie, il paraît on va à l'aéroport, mais après on fait demi-tour, c'est-à-dire que c'est vraiment incontrôlable. Je pense qu'il y a une différence entre la phobie et la peur, et que la grande différence elle va se jouer sur quoi on prête notre attention. C'est-à-dire que pour la peur, on va prêter l'attention sur l'objet. J'ai une phobie des abeilles par exemple, donc je vais regarder l'abeille et je vais avoir peur de ça. Alors que sur la phobie, on est sur quelque chose un peu autre, où on a peur à la fois de ça, mais aussi peur d'avoir peur. Donc on a un peu un manque de connaissance de soi-même et un manque d'envie d'aller explorer ça. Une peur peut-être de ses émotions ou de qui on est ou de ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise face à ça. Et donc du coup on est sur une peur plus grande parce qu'on a peur à la fois de ça mais à la fois de nous-mêmes. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui ont des phobies mais qui ne vont pas pour autant consulter. Finalement, ils vivent avec pendant des années avant peut-être de se travailler sur eux et de se pencher dessus. Et puis par contre, quand c'est très très handicapant, du coup tout le monde dit tu devrais consulter. Et il y en a qui ne viennent pas quand même. Moi je pense à une personne de mon entourage notamment qui a une phobie des araignées. Et à chaque fois que je lui suggère de venir me voir pour qu'on en parle, il me dit « ah oui, ce serait bien ». Et puis dès qu'on se voit, il prend la fuite, il n'a pas envie en fait, parce que ça oblige à aller explorer en soi ce qui se joue au niveau émotionnel. Et ça, c'est autre chose. Ça fait peur les émotions alors. C'est possible. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à gérer parce que c'est presque automatique. La phobie, c'est quelque chose qui se déclenche. Il y a le stimulus et on a immédiatement la réaction. Et en fait, c'est souvent, ça se crée souvent lorsque on est confronté à l'objet qui sera l'objet de notre phobie, dans une situation où on s'y attend vraiment pas. Je me rappelle d'une dame qui avait vu plein d'araignées dans sa vie, mais un jour, elle était à la Réunion en train de plier des habits et à un moment, elle plie son t-shirt comme ça et là, il y a une énorme araignée qui apparaît. Elle a eu un recul, un réflexe presque, on pourrait dire reptilien, en tout cas un réflexe qui date d'il y a très très longtemps.
son corps par défaut a utilisé cette réaction de fuite, de cri pour prévenir les autres. Donc toutes les réactions les plus basiques. C'est une réaction de survie en fait. Une réaction de survie, exactement. Mhm. Et à ce moment-là, elle est rentrée en panique, elle a commencé à trembler, elle a fui, elle a crié. Et à partir de ce moment-là, même en face des petites araignées, parce que ça ressemble, le corps ayant validé cette réaction comme une réaction efficace, puisqu'elle s'en était sortie, l'araignée lui avait rien fait, son corps a dit « Je valide, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai eu du recul, je suis parti en arrière. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça marche, donc à partir de maintenant, je fais ça à chaque fois. » Oui, effectivement, on peut remarquer de temps en temps qu'il y a un événement qui a déclenché la phobie. Par exemple, quelqu'un qui prend l'avion, et à un moment, il y a un problème et l'avion va chuter de 100 mètres. Et donc, ça fait évidemment très très peur puisqu'on pense qu'on va mourir. Puis finalement, l'avion se stabilise et il ne se passe rien. Et depuis, la personne a peur, effectivement, qu'il y a eu un événement déclencheur. Mais des fois, de temps en temps, on ne sait pas en fait. Des fois, l'événement déclencheur peut être complètement différent. Oui, c'est pas dans l'expérience en elle-même. Ouais. Là, elle n'était pas phobique des plateaux repas, par exemple. Elle était phobique d'entrer dans l'avion. Oui. Après, une phobie peut en cacher une autre. C'est-à-dire qu'une phobie de l'avion peut être un genre de claustrophobie ou une peur de faire une crise d'angoisse et d'être dans un lieu fermé et de ne pas pouvoir du coup réagir. Donc la phobie, elle peut être un peu ailleurs que juste à cet endroit-là où on la voit. Mais généralement, il y a quand même cet effet un objet, une réaction émotionnelle, comme disait Jordan, qui est câblée en fait, qui est complètement connectée. Et ça se perpétue en fait, ça se reproduit, c'est très intense. Et c'est toujours la même chose qui se reproduit encore et encore comme un apprentissage qui a été fait et où on Donc, reste avec de temps en ça. temps, on se souvient de la première fois, ou en tout cas, on l'a identifié même si la première fois n'est pas forcément la première fois, Exactement. puisque peut-être que c'est évocateur de façon absolument inconsciente d'une autre première fois. Et de temps en temps, on ne sait pas du tout en fait quelle a été la première fois. Mais est-ce que c'est important finalement de retrouver cette première fois, ce premier apprentissage? Moi, je dirais que pas nécessairement. Tant qu'en fait, on arrive sur une fois où on peut décabler, si c'est pas la première et que ça fonctionne finalement, pourquoi pas. Après, ça dépend comment on bosse. J'imagine qu'en régression, on va sur la première fois. Oui. On peut. Après, ça va dépendre aussi de comment la personne pense. Parce que si la personne elle est persuadée qu'elle doit connaître l'origine pour pouvoir changer, alors parfois ça va conditionner un petit peu le changement. C'est-à-dire que si on part sur une autre idée, qu'on veut directement aller sur le fait de changer la réaction, la personne à l'intérieur, même en état hypnotique, peut se dire « Oui mais non, mais moi j'ai besoin de savoir pourquoi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de... » Et le fait qu'elle se parle comme ça va un peu verrouiller le travail et le changement. Je me rappelle d'une dame, j'ai un exemple de ça, où c'était fou, parce que enfin, j'ai appris plus tard que c'était fou. C'est une dame qui était venue, elle ne pouvait pas mettre la tête sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait un robinet pas très loin de mon cabinet. Je disais, allez-y, mettez la tête sous le robinet. Puis elle me disait, non, mais je peux pas. Et c'était immédiat, il y avait une réaction extrêmement forte. Ce qui fait que... Tu fais très bien la personne phobique. je connais bien. Ce qui fait que des fois, elle était, le soir, quand elle devait se laver, elle se lavait avec un gant de toilette. C'en était jusque-là. Et quand elle est venue me voir, je lui dis, ok, vous pensez qu'il doit se passer quoi pour que ça bouge? Elle me dit, mais j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis comme ça. Et on avait fait 3 séances sur la recherche de l'origine, parce qu'elle avait besoin de comprendre. Et on trouve un premier souvenir, elle me dit non, non, mais c'est pas ça. On en trouve un deuxième, elle me dit non, non, mais c'est pas ça. On en trouve un troisième, et là je commençais moi à me dire c'est pas possible, c'est quand que ça va être ça? Elle me dit non, non, c'est pas ça. Je dis ok, comment vous saurez que c'est ça? Elle me dit je pense que je le sentirai. Et on continue. Et à la 3e séance, il me semble. À un moment donné, elle me fait. Je dis, ok, il se passe quoi là? Là, au niveau de calibration, c'est quand même assez Ouais, facile là, à c'était suivre. facile. Elle me dit, il m'étouffe, il m'étouffe. Je fais, mais qui vous étouffe? Elle me dit, mais il y a mes frères autour de moi, ils sont en train de jouer. Et en fait, elle était, pour elle, dans le lit de sa grand-mère. Ses 3 frères étaient autour et tenaient les bords du drap. Elle était dessous. Et eux, ils avaient l'impression qu'elle rigolait. Et elle étouffait. Et du coup, à partir de ce moment-là, je dis, là, pour vous, c'est cet endroit? Elle me dit, ah, oui, c'est là que ça a commencé, j'en suis sûr. Du coup, on travaille dessus. On travaille sur le fait de pouvoir respirer, sur le fait de retrouver que le corps se libère au niveau émotionnel. Et ça change, ça bouge au bout de 2 séances supplémentaires. Et elle me rappelle 6 mois plus tard, elle me dit, Monsieur Véraud, j'ai un problème. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais en fait, le souvenir, j'en ai parlé à mes frères, c'est jamais arrivé ce truc-là. Comment ça, c'est jamais arrivé? Non, ma grand-mère avait sa chambre, on n'avait pas le droit d'y rentrer parce qu'elle avait des vases Ming, ça coûte une fortune, on n'avait pas le droit de rentrer.
ok, mais alors du coup, vous savez pas d'où ça vient. Je me dis, ben non, vous pouvez mettre toujours votre tête sous l'eau. Elle me dit, ah oui, non, mais ça c'est bon, mais par contre, je sais toujours pas d'où ça vient. Et là, je pense personnellement, mais j'en suis pas sûr, qu'elle était tellement convaincue qu'elle devait savoir d'où ça venait, qu'à un moment donné, une partie d'elle, mémorielle, inconsciente, lui a dit, tiens, je te donne quelque chose à manger, comme ça tu me lâcheras avec ça, et on pourra travailler. Sacré inconscient. Donc on peut rappeler en même temps que l'inconscient n'est pas un sérum de vérité en fait. C'est pas parce que justement on va retrouver un souvenir sous hypnose comme là, dans la chambre de la grand-mère. Alors peut-être que la scène s'est peut-être passée aussi ailleurs, on ne sait pas finalement. Non, je pense que c'est super important de justement rappeler aux personnes que le souvenir dans lequel on va, le souvenir qu'on va retrouver quand on repart dans le temps et qu'on va à l'origine d'un souvenir, ça peut être une image construite. On n'a rien, nous, pour attester que ce souvenir est vrai et il ne faut pas se fier au souvenir comme étant une vérité. C'est quelque chose que notre inconscient nous envoie, qui peut être vrai, qui en tout cas s'appuie sur une vérité et après vient s'alimenter de lui-même pour amener des informations dont on a besoin pour pouvoir régler quelque chose. Donc c'est plutôt une vérité émotionnelle, on va dire. Exactement. Après avec une image, c'est-à-dire que tout à l'heure tu disais c'est pas une petite bête, Jordan, c'est pas une petite bête qui va manger une grosse. On le sait que la petite bête va pas nous manger, ça c'est la réponse mentale, mais émotionnellement, notre émotion, du coup on est vraiment sur l'émotion. L'émotion elle est tellement plus grande que nous que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. C'est juste que la représentation qu'on se fait de cette petite bête est immense. Et cette chose immense, elle prend beaucoup de place. Alors Véronique, comment tu t'y prends alors? Je viens te voir pour une phobie des araignées. Je ne peux plus vivre à la campagne, il y en a partout. Comment ça se passe? Alors moi j'ai deux manières de procéder. Il y a la méthode Sedona dont on parlera tout à l'heure qui permet d'accueillir l'émotion pour pouvoir la laisser évoluer et la laisser du coup partir. Sinon je travaille beaucoup en régression en fait, c'est-à-dire que on part de l'instant T, on va chercher l'émotion et seulement l'émotion. C'est-à-dire on doit se souvenir d'abord d'une fois où on a eu peur ou de la dernière fois Non, en fait le souvenir n'est justement parfois pas vrai. Alors je vais prendre un exemple sur une des premières personnes que j'ai accompagnées qui est venue pour une phobie de l'avion et qui se rappelait, qui savait qu'elle avait peut-être... Non, c'était pas une phobie, si c'était une phobie de l'avion qui s'avérait être aussi une claustrophobie, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et en fait, elle expliquait que quand elle était petite, elle avait été enfermée dans une caisse avec son frère quand elle jouait à cache-cache et qu'elle n'y arrivait pas à sortir. Donc pour elle, c'était ça qui avait généré cette peur de l'avion. Et il se trouve que du coup, en remontant en régression, donc régression, c'est remonté donc du coup sur le passé, on est arrivé sur un autre événement. Pour elle, elle avait fait cette association-là, et ça ne veut pas dire que on ne part pas du souvenir en fait. On part vraiment de quelle émotion tu ressens quand tu veux prendre l'avion. Quelle émotion tu ressens quand tu penses à l'idée de prendre l'avion. Donc dans le présent en fait. Dans le présent et on envisage la situation. Exactement. On part donc de l'émotion et on se dit la toute première fois que tu as ressenti cette émotion, tu vas remonter dans le temps pour aller voir à quel moment elle est apparue. Et ça n'a peut-être rien à voir avec un avion. Et donc la personne, elle remonte et elle lâche prise sur cette idée de l'avion et elle va chercher l'émotion. Et elle peut retomber sur 2, 3, 4 étapes. Et elle arrive du coup à un jour j'étais je disais dans une caisse, un jour j'étais donc avant ça, un jour j'étais en boîte de nuit et j'étais enfermée aux toilettes. Avant je remonte, j'étais enfermée dans une caisse et je remonte et là en fait elle se retrouve dans une voiture où sa mère pile et elle est en train de manger un bonbon et donc du coup elle s'étouffe. Et sa mère du coup la prend dans ses bras, elle serre et elle lui dit crash, crash. Et elle associe, je suis enfermée, je suis serrée, je vais mourir. Parce qu'elle a eu peur de mourir à ce moment-là. Donc elle a créé un souvenir. Après, est-ce que cette image est validée ou pas? Moi, je ne lui ai jamais posé la question. Et peut-être qu'elle n'a pas posé la question à sa mère et qu'on n'en sait rien. Comme toi, tu disais tout à l'heure, Jordan. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, du coup, elle revit la scène en pensée. Elle recrache son bonbon. Tout va bien. Et donc, elle remonte après le temps et elle revient sur les étapes. Et en revenant dans cette caisse, elle se rend compte qu'en fait, tout va bien. Elle est dans cette caisse. Transformer l'histoire initiale pour en faire une histoire où tout se passe bien. Où tout se passe bien. Et après, sur chaque étape où on revient, tout se passe bien. Est-ce qu'il manque encore quelque chose ou est-ce que tout va bien? Souvent, tout va bien, mais parfois, il manque encore quelque chose. Par exemple, dans cette caisse, elle disait, là, j'aurais quand même besoin de patience. Ok, vas-y, va te servir de la patience, va chercher de la patience dans un endroit ressource, un endroit que tu peux imaginer, ou pense à un moment dans lequel tu as ressenti que tu étais très patiente, et tu vas ramener ça à cet événement-là. Et après, on remonte dans le temps jusqu'à ce que... Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément évident, parce que si on n'est pas en hypnose, si on dit à quelqu'un, voilà, il m'est arrivé ça de terrible, et puis on dit, voilà, tu es dans cet événement, et on va aménager les choses. Quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas en hypnose, ça nous paraît extrêmement bizarre, en disant, c'est pas comme ça que ça s'est passé en fait au final.
mais grâce aux états modifiés de conscience. Exactement. Dans la séance, ça paraît tout à fait normal. Il y a des choses c'est ça. vraiment qui paraissent totalement normales, alors qu'en réalité... De venir rechanger une histoire, d'apporter quelque chose qui va nous faire du bien, qui n'existait pas à l'époque. Et du coup, ça devient possible en hypnose et surtout, ça produit un résultat. Exactement. Et les gens font encore la différence entre les deux. Ça, c'est Bien important. sûr. Donc, du coup, ils ont les deux histoires dans leur tête. Ouais. Une qui se raconte et une qu'ils ont vécue, en fait. Mais finalement, les histoires qu'on vit sont aussi en partie des histoires qu'on se raconte. D'un autre côté, l'expérience hypnotique dans un cabinet, ça crée une vraie expérience. Exactement. Donc, on inscrit une nouvelle expérience. Joliment dit. Et tu disais que tu avais deux façons de travailler. Donc là, c'était sur les émotions, du coup, tu partais sur la teneur de l'émotion. Alors, je travaille toujours à partir de l'émotion. Oui, toujours. La méthode Sedona, du coup, elle va permettre d'accueillir l'émotion, c'est-à-dire on prend l'émotion, on l'accueille. Donc, je suis toujours surprise par les personnes en cabinet qui comprennent ce qu'on leur demande. Si je dis, est-ce que tu peux accueillir ton émotion en cabinet, les gens vont dire, oui, je peux. Alors que ça paraît une question assez bizarre et assez étrange. C'est vrai, on se demande ce que ça veut dire. Dans la vie de tous les jours, on se demande qu'est-ce que ça veut dire accueillir son émotion. Alors, allez, viens, tu es la bienvenue, tu fais un petit verre. Parfois, c'est accepter de s'y connecter parce que dans la phobie, il y a deux choses. La première, c'est la peur, la panique qui peut arriver, mais il y a aussi un deuxième point, c'est que souvent, le phobique va beaucoup se juger, va beaucoup porter de jugement sur lui-même. Il va se dire, je suis nul, comment ça se fait que je ne peux pas être en face d'une abeille, mes amis le peuvent, moi je ne peux pas. Ils vont souvent prendre les excuses de leurs amis pour nous les redonner. Tu veux venir au pique-nique? Non, mais c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête, je le sais, mais j'ai pas envie quand même, parce que j'ai peur des abeilles. Donc on va donner les excuses de nos amis, on va avoir tendance à se juger très fortement et à se trouver très très incompétent. Et parfois, à cause de ça, et puis à cause des peurs qu'on a vécues, on va se dire ça sert à rien que je m'y confronte. T'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. On va l'éviter, on va faire en sorte de jamais s'y confronter parce que on va se dire je sais que je suis nul, de toute façon j'y arrive pas, je m'en sortirai pas. Donc des fois les gens ont même du mal à se connecter à l'émotion. L'accueillir, c'est pouvoir au moins s'y connecter, la sentir et puis aussi la comprendre. Ce que je dis souvent à mes consultants qui viennent, par exemple, je sais pas, la personne vient pour une araignée, je ne vais pas lui parler des araignées directement, mais je leur dis, bon, imaginez, là, il y a une ruche qui tombe, il y a 100 abeilles qui se lèvent, quelle va être votre réaction? Ah ben, je vais me mettre à courir, je vais partir. Oui, moi aussi, je ferais ça. Et c'est logique, parce qu'il y a 100 abeilles qui se lèvent, donc il y a une partie de nous qui se dit, ouais, bon, on va pas rester là, ça sert à rien, c'est pas la peine de se prendre plein de piqûres. Donc il y a une espèce de logique qui se met en place. Et la réaction nous paraît logique. On court, on part, on crie, ça nous paraît logique. Chez le phobique, c'est en face d'une abeille, une seule, souvent, même de loin parfois. C'est-à-dire que c'est plus très très logique et en fait la sécurité qu'une part de nous inconsciente a mis en place est extrêmement forte, très 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 forte. Du coup la liberté très très basse, parce que même si l'abeille est à 100 mètres, je vais commencer à avoir peur. Tu veux dire que c'est une espèce de je sais pas comment on dit, du danger, c'est-à-dire qu'en fait le danger qui normalement est petit, bon s'il y a une abeille on peut toujours être piqué, mais le danger est petit, en fait on l'imagine très grand. On va l'imaginer très grand et le corps va se dire je mets la sécurité maximale. Souvent justement, et ça revient justement à l'intervention que décrivait tout à l'heure Véronique, souvent parce qu'on n'a pas le temps, donc le corps réagit vite, spontanément avec la réaction la plus forte. C'est ce qui fait qu'on ne va pas aller chercher de l'apaisement alors qu'on se trouve en face d'une menace. On n'a pas le temps. Et c'est ce que va apporter la séance d'hypnose, par exemple. La personne, on la replonge dans son passé. On la ramène à l'endroit où il y a eu le problème. On va peut-être ralentir un peu le temps. Lui dire, tiens, va chercher de l'apaisement parce qu'à ce moment-là, tu ne l'avais pas. C'est normal, c'était la première fois que tu en voyais une. Donc ton corps a réagi par de la panique. Il a bien travaillé, il a fait un bon boulot. Mais là, maintenant, va le chercher. Regarde ce que ça change lorsqu'il y a l'apaisement. Comment tu réagis vis-à-vis de cette abeille? Je suis un peu moins en recul, ça va un peu mieux. Ok. Donc et tu ensuite, apprivoises en fait l'émotion en mettant un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, c'est ça? On va commencer à dénaturer un peu l'émotion de peur en venant lui adjoindre d'autres choix que cette réaction. Des choix, c'est comme un truc, c'est tout noir, et puis on vient rajouter des petites touches de blanc petit à petit. Pour qu'au bout d'un moment, ça devienne gris et que le corps n'ait pas qu'une réaction possible, la réaction reptilienne immédiate, mais cette réaction possible, plus des réactions d'apaisement dans lesquelles il peut aller puiser aussi, parce qu'il a le temps de réorganiser la réaction face à un stimulus. Tu apportes plus de choix.
Voilà, l'idée c'est de C'est créer le de but nouveaux de choix. l'hypnose. Globalement, l'hypnose permet de donner plus de choix. Ouais, on élargit la palette. C'est stimulus, comme disait Véronique tout à l'heure, il y a un câblage stimulus, explosion. On va faire stimulus, on va couper le câblage un moment, lui dire regarde, tu pourrais aussi câbler avec ça, câbler avec ça, câbler avec ça, câbler avec ça. Et ensuite, on fait un maillage sans pour autant enlever, bien sûr, la réaction immédiate. Parce que on ne sait jamais si c'est une araignée, c'est normal que la personne elle soit tranquille s'il y en a une là. Maintenant, s'il y en a 150 qui lui courent dessus, ce sera peut-être sympa qu'à un moment donné, elle ait sa réaction qui est une réaction normale, mais qui dans la phobie, est juste exagérée au détriment de la liberté. Le but, c'est d'arriver à ça. Et donc toi qui est un ancien phobique, on peut dire ça comme ça, des abeilles. Pas que des abeilles, mais des abeilles. Ouais. Donc tu fais partie de ces 20% de la population qui ont une ou plusieurs phobies. Tu t'es, à cause de cette histoire pour toi, tu t'es intéressé spécialement à réparer les phobies, enfin à les réparer, non, à les éliminer plutôt. Pas forcément, mais c'est vrai que j'ai parce que je travaille un petit peu surtout quand je travaille en cabinet, mais c'est vrai que j'aime bien les phobies. D'ailleurs, ma toute première séance, c'était avec un de mes chefs de la SNCF à l'époque, qui avait une phobie des piqûres. C'était ma toute première séance en sortie d'école. Et c'est vrai que les phobies, j'ai toujours eu un côté, j'ai toujours été attiré par ça, parce que je trouve ça tellement magique. Et puis, c'est une réaction extrêmement inconsciente, très irraisonnée. Il n'y a pas de raisonnement, c'est immédiat. Je vois le stimulus, bam, j'explose. Que du coup, c'est là que l'hypnose a toute sa force, parce que justement, on travaille sur ce qui est très inconscient en hypnose. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc déjà, tu dis aux gens, écoutez, c'est pas de votre faute, parce que c'est votre inconscient qui fait ce travail de fuite, en fait. Ouais, déjà, c'est réconcilier la personne avec ses réactions. Parce que souvent, il dit, mais pourquoi mon corps réagit comme ça? Donc la première idée, c'est je leur parle de la ruche et de l'abeille. Puis je leur parle de moi aussi, pour dédouaner un petit peu. Surtout quand c'est des enfants, je leur dis, attends, mais moi, à un moment donné, j'étais en panique s'il y avait une petite abeille là. Comme ça va libérer un peu la parole. La personne a moins honte d'elle-même. Le jugement que j'appelle le jugement de type 2, c'est-à-dire celui qui se regarde, commence à diminuer. La personne peut plus en parler facilement, l'accueille, parce qu'on parlait d'accueil tout à l'heure, plus facilement, et se braque moins contre cette part inconsciente. Et du coup, la part inconsciente est plus à même de changer. Parce que si je suis en train d'hurler sur quelqu'un, il ne va pas beaucoup m'écouter. Si je hurle sur mon corps en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Mon corps, il risque de faire « Tais-toi !» Et si je lui dis « Change !» Non. Il risque de se passer ça. Donc c'est cette idée d'accueil qui est derrière aussi. Donc il y a l'accueil de l'inconscient en fait, en disant oui, j'ai une part inconsciente qui me fait faire avoir des réactions. C'est peut-être au départ des réactions de protection en fait, tout simplement, puisque la première réaction avec l'araignée et la femme qui plie sa valise, qui prépare sa valise avec cette araignée, c'est vraiment une réaction naturelle de survie qui est, heureusement qu'on l'a en fait, cette réaction. Ah oui, je pense, oui. Après c'est cette installation, c'est cette pérennisation en fait de problème, qui pose problème. Et l'accueil, c'est vraiment aussi, comme tu disais, décomplexer et se réconcilier avec soi. Donc c'est vraiment, tu as employé le terme réconciliation, mais c'est hyper important. Et c'est réconcilier aussi le corps et l'esprit. Quand on parle d'accueillir, on écoute son corps en fait. Quand on accueille une émotion, on écoute son corps. Où est-ce qu'elle se passe dans ton corps, cette émotion-là? Et qu'est-ce que tu ressens et comment ça fait? Et on l'observe en fait sans jugement, et ce côté sans jugement permet de juste lui faire une place et dire ah bah ok, du coup je sais de quoi on parle. Alors que quand on dit j'ai une phobie de l'avion, j'ai une phobie de l'araignée, j'ai une phobie des abeilles, ok, ça te fait quoi? Bah j'ai peur. Et en fait on s'arrête à ça. On va même pas aller chercher au-delà, qu'est-ce que ça fait en moi? C'est même pas de notre faute. Il y a un côté où on se déresponsabilise presque totalement du truc, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ce truc-là qui est en face de moi. Si j'ai cette réaction, bah observe cette réaction et vois toi ce que tu peux en faire et où tu peux l'amener. Donc en fait, tu demandes où c'est localisé dans le corps, c'est ça? Ouais. Alors soit je demande de l'accueillir et les gens l'accueillent directement, soit je leur demande où ça se passe dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement accueillir? C'est toujours pas clair? Alors c'est toujours pas clair. Accueillir, c'est ne pas la juger en fait. C'est dire ok, je sais que tu es là et tu es la bienvenue. J'ai une émotion, je suis légitime à la ressentir en fait, si tu veux. Je suis légitime à ressentir cette émotion parce qu'elle est en moi. Et déjà rien que le fait de l'accueillir, c'est plus cette émotion-là qui prend toute la place. C'est moi qui la contiens en fait. C'est-à-dire que je ressens de la peur. Si je ressens de la peur, c'est qu'elle est en moi. Et si elle est en moi, alors je suis plus grande qu'elle. Et du coup, je peux déjà commencer à la voir autrement. Alors que si je la regarde pas, si elle n'est pas en moi et qu'elle est à l'extérieur, elle peut être très très grande. Ah oui, elle est envahissante. Elle peut être envahissante. Puis on ne sait pas quand elle va arriver. Alors que si elle est en nous, on sait qu'elle est là. On ne sait pas d'où elle va arriver. Si elle est en nous, on sait qu'elle est là. Et du coup, il s'agit vraiment de se dire, voilà, je l'accueille.
elle est en moi, elle existe en moi. Et dans ce qu'elle décrit, il y a la notion de choix. C'est-à-dire, d'habitude, la phobie, on la subit. Il y a le stimulus et pouf, ça explose. Ça explose. Et quand on l'accueille, justement, on choisit d'aller rejoindre cette émotion, c'est-à-dire d'y aller cette fois, mais par choix. Et c'est ce qui va participer à changer, d'ailleurs. On devient acteur, c'est ça, on devient acteur au lieu d'être spectateur de nos propres peurs, quoi. On devient acteur, et c'est ce qui va aussi permettre de corriger la peur de la peur. Parce que j'y vais, ça sera un petit peu, au début, ce sera un petit peu, j'y vais, mais j'ai peur. Hein. Mais la personne y va quand même, elle choisit d'y aller. Et dans cet accueil, il y a cette notion, justement, je choisis de la ressentir en moi. Oui, elle est très désagréable, mais elle est là, elle m'appartient, elle est à moi. Je choisis d'aller la rencontrer, d'aller lui parler éventuellement. Ça peut être une manière de travailler. On va parler à la peur en lui disant, mais tu m'embêtes. Puis on va voir comment la peur répond. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue? Donc effectivement, dans ton livre, les leviers du changement, hypnose, les leviers du changement, comment les détacher et les détecter et les activer, il y a cette idée d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu demandes à la personne finalement d'aller vers son émotion, d'aller vers sa peur, tu demandes qu'elle s'engage. Il y a une notion d'engagement qui est importante parce que justement, quand la personne va y aller, elle va pouvoir être fière d'elle. Là où avant, elle se disait, je suis nulle, j'y arrive à rien. Par exemple, il y a une manière de travailler que j'utilise parfois, c'est je dis à la personne, bien sûr je lui demande son autorisation, on ne fait pas de blague, hein. Je lui dis voilà, je vais vous montrer sur une vidéo sur YouTube ce qui vous fait peur. Oui, par exemple, un film d'une araignée ou une photo d'araignée, voilà. C'est ça. Il y en a il paraît qu'il y en a des très jolis, rouges, verts et tout. On pourrait éventuellement faire ça au début. Et je leur dis, je vais vous montrer une araignée, mettez-vous où vous voulez dans le cabinet pour pouvoir la voir de suffisamment loin pour pouvoir supporter l'émotion que vous avez. Donc c'est pas un grand écran, hein, on est d'accord, c'est un petit smartphone. La personne choisit son endroit, elle se met en face, je démarre la vidéo, la personne commence à faire « Ouais, non, là, je suis vraiment pas bien. Ok, j'arrête la vidéo, je retourne l'écran, je vais vers elle, je la plonge. En général, dans ces cas-là, je travaille avec l'hypnose rapide, j'ai entraîné un petit peu la personne avant. Je lui dis maintenant, dormez, laissez-vous glisser, flotter, plonger dans un état vraiment agréable. Je l'amène dans un lieu ressource qu'on a déterminé juste avant où elle sent de l'apaisement. Je la laisse s'imprégner de ça. Je ne la ressors pas vraiment d'état d'hypnose. Je lui dis juste, ok, 3, 2, 1, rouvre les yeux, regardez à nouveau l'écran. Avec cet apaisement à l'intérieur de vous. Et la personne me dit, non, mais là, ça va. Et là, je vais lui dire, approchez-vous autant que vous êtes prête à vous approcher de cet écran. Donc, c'est elle qui le fait, c'est elle la guerrière, c'est elle qui va à la rencontre de sa peur. Il va y avoir cette notion qui va être extrêmement importante. Donc, la personne s'approche. Elle dit non, mais là, ça va, je me sens un tout petit peu là. Je fais, ok, arrêtez-vous là. Vous vous rendez compte que vous venez de vous approcher? Regardez la distance que vous venez de faire. Vous en pensez quoi de ça? Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Ok, ferme les yeux, dormez à nouveau, laissez-vous glisser, flotter, plonger. Maintenant, il y a encore un petit peu de cette émotion-là parce que vous êtes avancée, vous avez été courageuse. Et là, on va faire en sorte que ce qu'elle a fait soit valorisé. Donc, le jugement qui habituellement était « je suis nul, j'y arrive pas », là, ça va être un jugement « j'y suis arrivé, j'ai avancé, c'est bien ». On va aller chercher la compétence d'apaisement et on va la faire s'avancer encore, ainsi de suite, jusqu'au moment où la personne touche l'écran. J'en veux une vraie. Puis après, on a des problèmes, c'est que les gens se retrouvent avec des araignées chez eux, à devoir les bichonner tout le temps. Mais l'idée, c'est vraiment de lui permettre de retrouver du choix, juste en accédant à une de ses compétences qu'elle a déjà. Tout le monde a déjà été apaisé à un moment donné. Et en venant le relier à ça, et en lui permettant à elle de s'engager et s'avancer pour sentir que c'est elle qui fait. Donc là, il y a vraiment une déconstruction et une reconstruction, en fait. D'une certaine manière, oui. Et dans ce que tu dis par rapport à l'engagement aussi, que je t'ai déjà entendu évoquer, c'est sur après avoir lâché sa peur, il faut réapprendre. Tu parles beaucoup de ça, en fait, de apprendre au sujet de l'objet pour pas reconstruire le schéma de la peur. Parfois, oui, il y a même des apprentissages qui sont curieux. J'avais une dame qui était venue, on avait fait un travail un petit peu différent sur la phobie. Et elle, quand elle est revenue à la séance suivante, elle me dit « Je sais que j'ai changé, mais je réagis toujours pareil quand je vois un chien arriver. Mon corps part et traverse encore. » Je dis « Alors à quoi vous savez que vous avez changé ?» Elle me dit « Je ne sais pas, je le sens, mais je ne sais pas comment réagir avec ces chiens. » Et en écoutant ça, je me suis dit « Ah mais attends !» Et cette dame, elle avait eu cette réaction vers 3-4 ans, la première fois. Je me dis, mais en fait, ça se trouve, elle n'a jamais appris. Elle n'a jamais appris ce qu'est un chien gentil d'un chien méchant, parce qu'elle les a fuis à chaque fois. Elle n'a jamais interagi du tout avec un chien, donc elle ne sait pas du tout. Quoi. Et du coup, je lui dis, bah, écoutez, on va faire une chose, mettez-vous loin. Et puis, je lui montre sur l'écran, je lui passe plusieurs vidéos YouTube, et je lui dis,
regardez, là, vous avez un chien. On voit qu'il est méchant parce qu'il bave, il grogne, son nez est froncé, il a des yeux noirs, vous voyez tout ça? Elle me dit oui, c'est vrai qu'il fait peur. Là, la peur est légitime, c'est peut-être pas le moment de s'approcher. Je lui en montre un autre, une espèce de petit chihuahua. Et je dis celui-là, il a l'air gentil, il a l'air cool, il a l'air tranquille. En tout cas, il n'y a aucun signe de violence chez lui. Donc on peut éventuellement s'approcher pour voir. Et je lui fais comme ça, je lui en ai passé 10 ou 15. Et je lui dis par contre, ça c'est mes références, ça suffira pas. Demandez à votre mari de faire la même chose avec vous. Demandez à votre fils de faire la même chose avec vous. Et pour vous donner des références de ça. Et on n'a pas retravaillé en hypnose. C'est Par vraiment contre, un apprentissage d'un savoir-faire qui n'avait pas été développé puisqu'il y avait eu un blocage total en fait. Elle avait de nouveaux choix, mais ils ne pouvaient pas être disponibles parce qu'elle ne savait pas en face de quel animal elle devait mettre le choix apaisé, le choix tendu, le choix phobique. Parce que moi, si j'ai un chien qui regarde mon bras comme un os en se léchant les babines, je vais peut-être avoir peur comme la dame. Oui, il faut mieux. Et donc, moi, je trouve effectivement que ton approche est pleine d'astuces et pleine de bon sens. Et on retrouve ça beaucoup dans tes écrits. Donc, tu as écrit plusieurs livres. Donc là, j'en ai un sur le plateau, hein, Hypnose, levier du changement, comment les détecter et les activer. C'est quand même un gros pavé. Et que tu expliques vraiment les choses pas à pas, point par point. C'est très enrichissant de lire tes livres. Ça peut vraiment convenir à tous les hypnothérapeutes qui se forment, etc. C'est vraiment très intéressant, ton regard, plein d'astuces, je trouve, plein de curiosité, plein de bon sens. Mais tu as écrit aussi d'autres livres, l'induction. Oui, il y a l'induction en hypnose, c'est plus sur l'induction. Donc c'est toujours à destination des praticiens, puisque c'est pour qu'ils puissent se former. Donc il y a l'induction en hypnose qui décrit comment on amène quelqu'un en état d'hypnose. Le guide pratique d'hypnose rapide qui revient aussi, mais d'une autre manière. Et un autre... la confusion. Comment utiliser la confusion en hypnose. C'est ça. Rien que d'en parler, on est confus. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas extrêmement souvent, mais qui peut être très intéressant pour ceux qui mentalisent beaucoup, pour qu'ils puissent décrocher et rentrer dans un état. Donc toi, tu as eu un autre métier avant. Très souvent, dans les métiers de l'hypnose, pour les personnes qui n'ont pas de parcours médicaux, il y a cette reconversion qui s'est faite au cours de ta carrière, parce que tu as une première carrière. Tu nous parlais de la SNCF tout à l'heure. Oui, j'en ai eu plusieurs carrières. J'ai d'abord été ingénieur en physique et instrumentation. Ensuite, j'ai bossé dans l'informatique et en tant que chef de projet dans l'informatique. Ensuite, j'ai été responsable d'équipe de conducteur de train d'abord, responsable d'équipe de conducteur de train. Et pendant ce temps-là, en arrière-plan, il y avait l'hypnose qui faisait son chemin, c'est ça? Mais tu n'avais pas franchi le pas. C'est ça. Depuis mes 14 ans, j'étais passionné par l'hypnose. Et puis, à un moment donné... Qu'est-ce qui t'a décidé, finalement, à franchir le cap? C'est que je m'étais jamais ennuyé à fouiller dans l'hypnose, là où dans d'autres métiers, je me suis ennuyé assez rapidement. En informatique, je parlais plus souvent à mon ordinateur que... Des fois, je me rendais compte que j'avais des conversations avec mon ordinateur, et là, je me suis dit, ah, là, t'as un problème, il faut que ça change. Donc, j'avais été vers des publics où il peut y avoir de la confrontation, où il y aura plus de dialogue, donc avec les organisations syndicales, à la SNCF, tout ça, c'était parfois un peu tendu, donc c'était super, ça me plaisait beaucoup. Et au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé aussi. Et du coup, j'ai basculé en hypnose, et depuis que j'ai basculé, c'est vrai que je m'ennuie pas. J'allais déprogrammer, reprogrammer des gens maintenant. J'ai reprogrammé les organisations syndicales. Parce que du coup, les gens sont un peu comme des ordinateurs, parce que finalement, dans la phobie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été construit, c'est comme il y a un logiciel, ou peut-être un logiciel qui a rencontré un bug qui fait que... Et là, on va changer le logiciel, on reprogramme. Bon, il y a quand même l'âme, il y a quand même beaucoup de choses qui vont autour de l'humain, les émotions, enfin, c'est pas aussi... c'est pas aussi câblé que sur un ordinateur, mais moi aussi. Il y a quand même des choses. Enfin, comme on disait, décabler, recabler. En fait, je pense que ce sont surtout des images. Mais ces images, elles sont utiles et elles fonctionnent. Donc, du coup, ça peut laisser penser que oui, l'humain fonctionne comme un ordinateur, mais en réalité, si l'humain décide de ne pas faire, il fera pas. Et s'il décide de se prêter au jeu, il s'y prêtera. S'il décide de s'y prêter, mais qu'en réalité, il y a une partie de lui qui n'a pas envie, il peut très bien ne pas y arriver. Donc, c'est pas aussi aussi simple. Véronique, aussi parle-nous de ton parcours, parce que moi j'aime bien quand tu nous parles de comment tu as découvert les thérapies brèves et comment ça a changé des choses dans ta vie. Ça a changé ma vie. Alors, moi j'avais peur de tout aussi et j'étais un peu phobique, mais c'est pour ça qu'on n'a pas un peu la même... Toi tu parles des phobies de représentation beaucoup plus souvent avec les araignées, les serpents, etc. Moi j'ai parlé des phobies de l'avion, des phobies plus de contexte, on va dire. De prise de parole ou des choses comme ça. Donc j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, la preuve que ça marche, c'est moi, comme tu disais tout à l'heure avec les phobies, parce que je viens de loin dans mes peurs, j'étais bien enfermée. Et
je viens d'une famille où en fait mes parents étaient jamais vraiment d'accord l'un avec l'autre. Et donc du coup, j'avais toujours l'impression que je marchais sur des œufs, en quelque sorte. J'avais besoin de comprendre un peu plus pourquoi des conflits avec deux personnes qui s'aiment, avec deux personnes qui vivent ensemble. Il y a de la cohérence, mais ça marche pas. Pourquoi? Et puis j'avais besoin de comprendre les gens, j'avais besoin de comprendre beaucoup plus de choses. Et je suis entrée un peu par la porte de la PNL, du coup, moi. Donc la programmation neurolinguistique. Programmation exactement. Et en fait, j'ai découvert ça en UT technique de commercialisation sur un module qui s'appelait technique d'expression. Et notre prof était formé à ça. Et il en a parlé. Et moi, tout de suite, ça m'a interpellée, quoi. Il parlait de dissonance cognitive, de comment on pouvait mieux communiquer, de comment on pouvait régler des problèmes de résonance, de partie, de dualité, de choses comme ça. Et ça me parlait tout de suite, quoi. Donc je me suis dit un jour je m'y formerai, mais évidemment c'était pas si simple parce que c'était des formations courtes qui ont un certain coût. Et du coup moi dans ma représentation c'était quelque chose où c'était pas possible par rapport à mes croyances de l'époque, ça marchait pas. Et du coup j'ai arrêté les études parce qu'à force de me réorienter j'ai tout fini par laisser tomber. J'ai gardé des enfants pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, quand j'ai eu le budget pour faire ces formations-là, je me suis jetée à l'eau et j'ai tout de suite vu en fait l'impact des choses. Je me suis libérée de peur en tellement peu de temps. C'est comme si c'était simple en fait et comme si c'était facile. Et... Alors c'est comme si ou ça l'est? Ça l'est. Ça l'est. Parce qu'il y a un côté quand même magique. C'est vrai que les gens qui découvrent la puissance des thérapies brèves, que ce soit la programmation neurolinguistique ou l'hypnose, il y a quand même une transformation. Enfin, moi je l'ai vécu Exactement. aussi. Voilà. Exactement, il y a une transformation qui est incroyable. Je pense qu'il y a eu un avant et un après pour moi. Ça l'est, mais comme disait Jordan et comme il explique dans ses bouquins, il y a cette notion d'engagement. Donc c'est magique, mais c'est à nous d'entretenir cette chose-là. Alors j'aime bien dire, la vraie magie, c'est vous et ce que vous en faites. C'est pas l'hypnose qui est magique, c'est pas la PNL, c'est pas les outils. C'est à un moment donné, toi, tu as ça maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Et j'ai des peurs parfois qui reviennent. On peut pas dire j'ai plus peur de rien, on peut pas dire tout est facile pour moi, j'atteins tous mes objectifs, c'est facile. Mais je sais qu'à un moment donné, je suis responsable de tout ça et j'ai ce qu'il faut pour changer les choses. Et après, on active cette magie ou on ne l'active pas. Voilà, les outils sont à l'extérieur, mais la guérison est à l'intérieur. Exactement. Il faut avoir envie et être prêt. Alors, c'est le moment, en fait, on va commencer par quoi? Par le tip-top. Nous a préparé Véronique basé sur la méthode Sedona. Alors, j'aimerais bien d'abord, tu vas peut-être nous parler de cette méthode avant qu'on lance le tip-top. Alors, j'en connais pas grand-chose. C'est Norbert Martin qui m'a appris cette méthode et je suis très très heureuse de la présenter. Il est décédé maintenant et en fait, je l'ai rencontré au moment du confinement. En fait, il me suivait un peu sur les réseaux et il est venu me chercher en me disant voilà, je sais que je ne vais pas être éternel. Il y avait des problèmes de santé, il était âgé et j'aimerais transmettre ma méthode à quelqu'un pour qu'elle puisse continuer à être partagée. Et du coup, je suis très très heureuse et très honorée de pouvoir le faire ici avec toi. Donc c'est une méthode qu'a inventée ce monsieur? Non, c'est pas lui qui l'a inventé. En fait, ça a été inventé par Lester Levinson et ça a été relayé en fait au grand public par un de ses élèves qui s'appelait Hale, je ne sais pas dire son nom, Doskin, je ne sais pas trop le dire. Et Norbert Martin a traduit ce livre en français en fait, mais c'est pas lui qui l'a inventé. Et donc la méthode, elle se fait en 3 étapes. Alors il y a 3 étapes pour la méthode, c'est accueillir l'émotion, comme on le disait tout à l'heure, la laisser être ce qu'elle est. Donc là, on est sur le non-jugement, je laisse être l'émotion, et la laisser s'en aller. Alors on va y aller. Donc on lance le tip-top. Donc du coup, comme je te disais, c'est 3 étapes. Donc accueillir, laisser être et laisser s'en aller. Et pour chaque étape, il se peut qu'il y ait des résistances. C'est-à-dire, si je te dis, est-ce que tu peux accueillir ton émotion? Tu peux me dire oui. Est-ce que tu peux la laisser être? Tu peux me dire oui. Et est-ce que tu peux la laisser s'en aller? Tu peux très bien me dire non. Alors, il y a des gens qui s'accrochent à leur peur, comme on le disait tout à l'heure avec les araignées, etc. Et donc, il s'agit de se dire, je dois accueillir, laisser être et laisser s'en aller cette émotion pour en être complètement libéré. À chaque fois qu'il y a une résistance, on reprend ces 3 étapes. C'est-à-dire qu'on fait comme un espèce de chemin et puis on revient. Et pour revenir à l'émotion, il faut qu'il n'y ait plus de résistance. C'est-à-dire que si je prends ma phobie et que je dis je l'accueille, je la laisse être et je la laisse s'en aller, si j'ai une résistance, ça va m'empêcher le processus. Donc je prends la résistance, je l'accueille, je la laisse être et je la laisse s'en aller. Et si dans ce processus-là, il y a une autre résistance, je l'accueille, je la laisse être et je la laisse s'en aller. Et une fois que j'ai fait ça, je peux revenir à celle d'avant et je peux donc revenir à mon émotion principale, ma phobie. Ouais, il faut prendre des notes si jamais ça va très 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 loin. Non, non parce qu'en fait la personne nous guide dans son processus et donc du coup elle sait revenir
L'étape d'avant. Et elle sait revenir à l'étape d'avant. Elle sait accueillir son émotion, elle sait la laisser être et elle sait la laisser s'en aller. À la fin des 3 étapes, du coup, la question c'est est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est inconfortable ou est-ce que c'est neutre une fois que cette émotion s'en va? Parce que ça peut être inconfortable, j'ai plus cette peur, mais du coup, qui suis-je sans cette peur? Je ne sais pas trop en fait, donc du coup, ça laisse quoi? Qu'est-ce qui reste? Il reste un doute ou une inquiétude ou quelque chose comme ça. Ok, ce doute, est-ce que tu peux l'accueillir, le laisser être et le laisser s'en aller? Et on peut continuer comme ça, et on peut continuer même avec des émotions quand c'est positif. Qu'est-ce qui reste? Ah de la joie. Ok, est-ce que la joie, tu peux l'accueillir? Oui. Ça semble plus facile. La laisser être? Ah oui. Est-ce que tu peux la laisser s'en aller? Ah non, la joie, je veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai à nouveau peur. J'ai peur de perdre ma joie. Et donc, du coup, on peut faire ça un peu à l'infini. Et ça nous amène quelque part où finalement, on se rend compte qu'on est, comme je te l'avais dit, immensément plus grand que tout ce qu'on ressent. C'est-à-dire que je ressens des choses, mais je suis en capacité de les accueillir. Je suis en capacité de les laisser être ce qu'elles sont. Et je suis en capacité de les laisser s'en aller. Et donc, du coup, je peux faire ça à l'infini. Et ça amène à des transes, du coup... un peu naturelles qui sont très sympas. Est-ce que ces 3 questions du coup font que la personne va entrer en état modifié de conscience en fait, parce qu'elle va se focaliser en fait sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle, et comme c'est pas habituel de faire cela, c'est ça, elle va... Exactement. Si tu prends une émotion et que tu l'accueilles, tu la laisses être ce qu'elle est, tu la laisses s'en aller, ça ne suffira pas à créer un état modifié de conscience, mais si tu dis ok, maintenant ce qui reste, tu l'accueilles, tu le laisses être et tu le laisses s'en aller. Et en fait, c'est le fait de demander après avoir traversé certaines étapes et après s'être libéré de l'émotion principale qu'on peut entrer dans des états de modifiés de conscience parce qu'en fait, on se promène dans ces émotions et dans tout ce qui reste derrière. Et dans l'accueil de l'émotion, il y a des libérations émotionnelles qui se produisent? Dans l'accueil de l'émotion, non, c'est dans le laisser s'en aller l'émotion que les libérations émotionnelles se font. C'est-à-dire que j'accueille mon émotion, je la laisse être ce qu'elle est sans jugement et je la laisse s'en aller. Et c'est là que ça se libère en fait. Parce qu'on veut la garder. Il y a des personnes qui veulent la garder. C'est ce qui va rejoindre après ce qu'on appelle l'intention positive de la peur. Si la peur a des bénéfices pour moi ou qu'elle m'apporte des choses, parce qu'elle me protège, parce qu'elle me fait faire partie d'un groupe. Chez moi, tout le monde a peur de ça. Moi, si j'ai plus peur, c'est peut-être un peu gênant par rapport aux autres. Et donc, du coup, il va falloir trouver l'intention positive et puis se dire, ok, cette intention positive, on la met de côté. On l'accueille, on la laisse être, on la laisse s'en aller. Qu'est-ce qui reste après? D'accord, donc avec 3 questions, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Exactement. Cette méthode est absolument magique. Qu'est-ce que tu en penses, Jordan? Tu connaissais? Non, je ne la connaissais pas. Oui, mais, alors vu comme ça, qu'est-ce que... je la trouve intéressante. En plus, le côté fractal, le côté où on part, à mon avis, j'étais en train de me dire, si je le fais sur cette peur, ça fait quoi? Oui, c'est ça, il y a une arborescence en fait. Et là, ça fait ça, et ça fait ça. Et du coup, oui, effectivement... C'est-à-dire que même la méthode par elle-même, sans amener quelqu'un en état d'hypnose, elle est inductive par elle-même. Donc, elle est plutôt intéressante. Le côté fractal est assez intéressant, je pense. Et puis on laisse la personne complètement autonome, puisque du coup elle peut le refaire chez elle assez facilement, et on la laisse responsable de ce qui se passe. Si elle dit non, je peux pas, on contraint pas, on force pas, on dit ok, pas de problème, on va aller ailleurs, on va aller voir ce qui se passe. Puis ça ressemble un peu aux schémas neuronaux. Les neurones sont reliés avec des synapses. Alors on va voir cette synapse. Ok, il y a un autre neurone. Ah, mais il est relié aussi comme ça. Et on a l'impression de retrouver un peu le fractal. Et je la trouve très élégante. Vraiment, en la menant en séance, en cabinet, c'est vraiment élégant, quoi, parce que c'est doux pour les personnes et en même temps, ça amène des changements assez radicaux, quoi. Alors Jordan, ça va être à toi pour le moment d'hypnose. Tu vas nous emmener jouer, faire un jeu d'enfant, peut-être retrouver notre capacité de jouer pour nous emmener et pour nous libérer en fait, pour nous libérer d'une phobie. C'est ça l'enjeu du... Oui, quand on travaille en cabinet, en fait, qu'on accompagne quelqu'un en hypnose, qu'on l'accompagne à affronter une de ses peurs, à travailler sur une de ses peurs, à l'accueillir, à toutes ces choses-là, on peut interagir avec la personne en permanence. On peut savoir ce qu'elle vit en permanence. Donc là, l'accompagnement va être différent. Parce que je ne vois pas ceux qui sont en train de nous écouter. Donc c'est pour ça que j'ai pris une manière de travailler sur les peurs qui soit non frontale et douce. Parce que je ne peux pas m'adapter à chaque personne qui sera devant son écran en train de tester. Donc elle est non frontale, elle est plutôt douce. Et elle a un petit côté enfantin. C'est pouvoir... Comment? Oui, c'est pouvoir, parce qu'on va peut-être simplement lancer le générique, c'est pour ça. Ah oui, en fait, l'idée, c'est pouvoir incarner un personnage qui représenterait la ressource dont on a besoin pour dépasser cette peur. Alors, il faut bien préciser ce que c'est le mot ressource, parce que pour on dit ressources, c'est quoi? C'est du pétrole? Oui, c'est vrai. Ça peut être du pétrole, ça peut être de l'argent aussi. Puis vous me l'envoyez, je vous dirai à quel ordre le mettre. Non, les ressources, c'est par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple?
Le cas de tout à l'heure que Véronique décrivait, où on est dans le passé et la personne va aller chercher de l'apaisement à un endroit, sa ressource, c'est l'apaisement. C'est je ne l'ai pas eu à ce moment-là parce que tout est allé trop vite, je vais me le donner maintenant, je vais le donner à cette petite fille que j'étais et voir comment elle réagit différemment. À ce moment-là, c'est une ressource. Ça peut être, je sais pas, la sagesse. Je me rappelle pour donner un exemple, comme ça présentera bien ce qu'on va faire. J'avais un haltérophile qui, suite à une blessure, avait du mal à revenir à son niveau et à lever les poids qu'il levait avant. Et quand, en investiguant un peu, il me dit « Non, mais j'ai peur de la douleur, de me refaire mal. » Et je lui dis « Ok, quel animal ?» Je l'ai vraiment pris de court. Je lui dis « Quel animal représenterait la ressource qu'il vous faudrait pour lever ces haltères à nouveau comme vous le faisiez avant, sans pour autant aller vous blesser ?» Puis on regarde, il me fait l'ours, quoi. Ok, d'accord. Puis on sentait que l'incarnation était pas loin. De la manière dont il me l'a dit, on avait presque un ours en face. Et du coup, je l'ai amené en état d'hypnose. Je lui ai demandé de penser à son ours. Pas besoin forcément de l'imaginer, mais lui, il avait une bonne imagination. Il est rentré à l'intérieur. Il faisait peur d'ailleurs quand il y était. Puis il était comme ça. Et à un moment donné, je lui ai dit maintenant vous êtes devant l'haltère. Et bien sûr, on n'avait pas l'haltère ici, mais il jouait. Oui, donc les ressources, c'est tout un ensemble de choses, de talents, de capacités, de compétences, d'imagination, de symboles. C'est ce dont on a besoin en fait. C'est ce dont on a besoin pour faire quelque chose qu'on a envie de faire, pour changer ou pour. Voilà. Et l'idée de l'ours, l'idée de ce qu'on va faire aussi ici, c'est de symboliser. Pour dire à une partie de nous inconsciente, c'est ça que je veux aller chercher. Parce que si on lui dit va chercher de la force, à l'intérieur, la personne peut se dire c'est quoi la force? Alors que si elle a on va dire une surface projective qui représente la force, alors du coup c'est plus parlant pour ces parties de nous qui sont un peu plus joueuses, qui vont pouvoir aller chercher l'émotion qui est connectée. Et du coup, ensuite, l'idée c'est que l'inconscient a cherché automatiquement, dans nos mémoires autobiographiques, des moments où on a vécu quelque chose qui ressemblait à l'ours. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on va faire. Alors, c'est le moment d'hypnose par Jordan Véro. Donc là, l'idée... avant qu'on commence, c'est... vous allez devoir choisir, vous, sur quel genre de peur vous allez travailler, sur une échelle de 0 à 10, où 0 serait un calme en face du stimulus, 10 serait une panique totale, submergée, impossible de gérer. Je vous conseille de prendre vers 3 ou 4 maximum. Si vous êtes un viking super courageux, 5 ou 6, allez. Mais là, on fait un travail vraiment de découverte sur comment pouvoir percevoir sa peur autrement. Donc, choisissez niveau 3, 4, 5, 6 maximum. Je vais vous guider vers un état d'hypnose. D'abord, sachez que cette expérience est facultative. Si vous voulez la vivre, c'est OK. Si vous vous dites ah non, je ne sais pas trop où on va, vous pouvez déjà l'écouter et puis peut-être la faire après sur un replay éventuellement. Si vous choisissez de la faire, je vais vous demander de vous impliquer d'une façon assez simple. De temps en temps, je vais vous donner des instructions, des choses à faire, très simples, vraiment basiques. Prendre une bonne inspiration, souffler, fermer les yeux, des choses comme ça. Et il y aura aussi des suggestions. Dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire, il suffira juste d'être curieux de ce qui se passe. Si je vous dis votre corps relaxe, à ce moment-là, sentez juste quel relâchement vous ressentez. Je vais vous expliquer d'abord, très rapidement, ce que je vais vous demander de faire, et après, on le fait. Donc, dans un moment, je vous demanderai de placer votre main en face de votre visage, de cette façon. Vous faites-le pas tout de suite pour l'instant, regardez. Ah bon. Et de choisir un point, de fixer toute votre attention dessus. Cette main va rester un moment comme ça. Donc si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez la mettre contre le flanc ou sur un accoudoir. Parce qu'elle va nous servir à un moment dans la séance après. Donc je vous demanderai de choisir un point. Ce point sera un point d'1 ou 2 mm sur lequel vous fixerez toute votre attention chaque fois que vos yeux seront ouverts. Si vos yeux sont fermés et que vous les rouvrez, vous reprenez le même point et vous fixez ce même endroit pour canaliser la conscience. Une fois que vous aurez choisi ce point, je vous demanderai de fermer les yeux. Et c'est là qu'on va commencer. Chaque fois que je dirai un chiffre, quel que soit le chiffre, par exemple 13, vous prendrez une bonne inspiration. Pendant que vous inspirerez, votre cage thoracique ou votre ventre va se gonfler. Quand il se gonfle, aussi vite qu'il se gonfle, vous ouvrirez les yeux. Donc par exemple 13,
Vous fixerez le point. Et ensuite, de la même façon, vous laisserez vos yeux se refermer en soufflant. Lentement. 12. Et ainsi de suite. Tu as failli t'hypnotiser toi-même. J'aurais pu. C'est hypnotique. Et ainsi de suite, sauf qu'en plus, il y aura des suggestions à ce moment-là. Donc vous avez que ça à faire en termes d'instruction. Le reste, soyez curieux de ce qui se passe en vous lorsque je vous accompagne. Et ensuite, on ira travailler avec une incarnation. Déjà, dans votre tête, vous pouvez vous dire, ok, sur quelle peur je travaille et de quelles ressources j'ai besoin. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de force, de sagesse, de prise de recul, d'humour, j'en sais rien. De quoi j'ai besoin? De courage. Parce que dans un moment, on prendra un personnage. Par exemple, pour la sagesse, moi je prendrais Maître Yoda. C'est bizarre de se sentir tout petit, ça ne changerait pas beaucoup. Pour le courage, je prendrais Indiana Jones, par exemple. Pour la force, je prendrais peut-être Hulk, parce que c'est mon univers, Marvel et tout ça. Donc je prendrais quelque chose qui le représente. C'est déjà se poser la question, parce qu'à un moment, on s'en servira. Qu'est-ce que je prendrais comme ressource? Quel personnage la représente vraiment? On est tout prêt, je vous ai expliqué. Maintenant, il s'agit de faire. Alors, du coup, je vais vous demander de placer votre main en face de votre visage, en sachant que vous pouvez la mettre contre le flanc si besoin, ou sur un accoudoir si c'est plus facile pour vous. Choisissez un point. Choisissez un point sur cette main, un point d'1 ou 2 mm sur lequel vous pouvez facilement fixer toute votre attention. Quand vous avez ce point, fermez les yeux. Ok. Et bis, prenez une bonne inspiration. En ouvrant les yeux, regardant le point, et soufflez en fermant les yeux, et sentez comment les paupières relaxent, se posent, se relâchent. Vraiment tranquille. Juste de faire ça. Et 9. Prendre une autre bonne inspiration. Regardez le point à nouveau. Soufflez. Et ce souffle accentue ce repos, ce relâchement, cette somnolence des muscles des yeux qui s'endorment de plus en plus. 8. Une autre bonne inspiration. Et soufflez. Vous laissez le corps se relaxer encore plus au niveau des paupières, s'endormir. De plus en plus loin. 7. Et soufflez. Et l'onde reposante, relaxante qui part de vos paupières descend dans votre visage, votre cou, vos épaules. Relaxe, s'endorme de plus en plus loin, de plus en plus profondément. 6. Et de plus en plus lorsque vous soufflez, ça s'accentue de plus en plus profondément. Laissez glisser, flotter, plonger dans un calme relaxé, endormi, calme. 5. Et votre corps va encore plus loin, encore plus profondément, de plus en plus profondément, de plus en plus tranquillement, de plus en plus relax. Et à chaque chiffre que je prononcerai à partir de maintenant, votre corps doublera cet état et plongera encore plus loin. Il laissera glisser, flotter, plonger dans un processus où les pensées ralentiront, s'en iront, comme un souffle à l'intérieur. 4. Et tellement que les muscles des paupières s'endorment complètement maintenant, complètement endormis.
Au prochain chiffre, vous sentirez peut-être que les paupières ne peuvent pas s'ouvrir. Dans ce cas-là, rassurez-vous. Quand le process sera fini, ce sera facile de les rouvrir. Et à 3, une bonne inspiration. Paupières endormies complètement. Et tout le corps se laisse plonger encore plus loin. Ça descend dans le ventre, dans les jambes, derrière les genoux, de plus en plus relax. Les mollets, de plus en plus loin. 2. Et plongez encore plus loin. Le souffle accentue ce relâchement. Depuis le haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Le corps n'a plus rien à faire. L'esprit se laisse glisser, flotter, plonger. À 1. Plongez encore plus loin. Ne faire plus qu'un avec une part de vous plus inconsciente, plus automatique, plus profonde maintenant. Vraiment profonde. Et en face de vous, vous savez qu'il y a une main. Cette main, pour l'instant, elle est seule. Mais dans un moment, quelque chose va venir la rejoindre. Je voudrais que vous pensiez vraiment fortement maintenant à ce que vous auriez besoin de vivre comme ressource intérieure pour dépasser complètement la peur à laquelle vous avez pensé. Si c'est de la sagesse, vous pouvez penser à un personnage qui l'incarne, que ce soit Gandhi, Maître Yoda, ou que ce soit un animal, comme une tortue, peu importe, quelque chose qui le représente, qui le symbolise. Si c'est de la force, ça peut être un personnage de Marvel, un animal très fort. Choisissez-le dans votre esprit, décrivez-le dans votre esprit. Comment il est, quelle forme il a. C'est un animal, est-ce qu'il est poilu? C'est un animal au sang chaud, au sang froid. Décrivez-le vraiment dans votre tête pour le laisser s'incarner dans vos pensées, dans vos idées. Et c'est lui qui va venir prendre votre main, comme une partie de vous inconsciente, représentée par ce personnage, qui va venir prendre votre main, la toucher, la prendre pour aller chercher en vous cette ressource qu'il représente. Alors vous sentirez que votre main automatiquement va commencer à être attirée vers vous, que ce soit vers votre visage, vers votre thorax, vers votre ventre, à l'endroit où avant il y avait cette émotion désagréable. Vous allez incarner ce personnage, cet animal, le devenir, penser comme lui, être lui, laisser s'incarner en vous, vous en lui. Votre main ne touchera pas le corps avant que votre corps fasse corps avec cette ressource, complètement, totalement, incarne vraiment. Que vous deveniez ce personnage, vous regardiez le monde à travers ses yeux, que vous sentiez sa respiration, son rythme. Le rythme de ses idées. Pour qu'à travers ce personnage, vous puissiez regarder complètement différemment l'objet qui avant pouvait créer cette ancienne peur. Pour voir comment, lorsque connecté ce personnage, en l'étant complètement, en le vivant intérieurement, l'objet de cette peur devient petit, plus distant ou plus dérisoire.
alors une part de vous inconsciente peut même enregistrer cette manière de la voir différemment. Cette manière de voir cette chose qui avant générait d'autres émotions, d'autres sensations. Enregistrer pour se permettre de piocher dans cette ressource très facilement les fois suivantes. Voire même vous surprendre de jour en jour. Chaque fois que vous approchez de ce qu'il y a avant, vous pouvez générer une anse. Et dans un moment, je vais compter de 1 à 10. À 10, vous ressortirez complètement de cette expérience. Prêt et dispo pour la suite de cette émission. Et à 1, vous pouvez déjà prendre une bonne inspiration. À 2, laissez le corps souffler. 3, laissez l'état d'hypnose progressivement s'en aller. Retrouvez les réflexes déglutition, de salivation. À 4. 5, soufflez de plus en plus en prenant une autre bonne inspiration. À 6. 7. Soufflez vraiment tout l'état hypnotique. Rebougez un peu les mains, les deux, les jambes, les bras. Je ne sais plus où j'en étais. 8, on va dire. 9. Il faut que tu fasses les paupières. Que les paupières petit à petit retrouvent l'énergie. Depuis le bas des pieds jusqu'en haut de la tête. Les paupières aussi reviennent complètement fraîches et dispo. 10, complètement. Super. Merci Jordan. Avec plaisir. Eh ben merci à vous. Merci aussi. On Catherine. va pas débriefer. Enfin, moi, j'étais Alice Sapritch quand même. Je dois le Alice dire. Sapritch. Oui, absolument. D'accord. Ça peut être intéressant. Et toi, tu veux dire Moi oui, qu'est-ce que tu as Eh ben, incarné? moi, j'étais moi qui regarde quelqu'un d'autre que moi. Ah, C'est d'accord. très bizarre. On est plein de petits mois de toute façon. Ouais. Donc, merci à vous. Je pense que voilà, tout le monde m'attend à des outils. Et en tout cas, le message, c'est quand même ne restez pas dans des états de souffrance, ne restez pas avec des peurs, ne restez pas avec des impossibilités d'exister, de s'exprimer. Consultez votre hypnothérapeute préféré, hypnopraticien, hypnopraticienne en thérapie brève ou en hypnose. Voilà. Donc, oui, tu veux dire un petit Je mot? voulais dire merci beaucoup pour Voilà. l'invitation. Est-ce que tu veux Merci parler à de ton vous. centre de formation? Non, les gens qui voudront regarder, vous tapez Jordan Véro, vous trouverez. Voilà. C'est plus, ça s'oriente plus à des praticiens déjà formés qui veulent évoluer dans leur pratique. D'accord. Et toi, Véronique, je sais que tu es formatrice chez... Pour l'IRHTB avec Thierry Cabrita. Voilà, donc je salue Thierry à cette occasion. Et écoutez, toutes les infos de toute façon sont en dessous de l'émission. Vous avez apprécié, vous avez aimé. Envoyez-nous des petits commentaires. Et à bientôt sur ABC Talk TV. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.